Salut les amis et bienvenue dans Inspiration Créative, le podcast qui explore les apprentissages et les stratégies des créateurs les plus fascinants. Je m'appelle Kylian Talent et dans chaque épisode, je vais questionner les meilleurs créateurs pour comprendre les choix et les découvertes qui ont changé leur vie. Avant de passer à l'épisode, je voulais remercier du fond du cœur Patreon qui est le sponsor officiel de cette saison 4. C'est une entreprise absolument formidable et je suis énormément heureux de travailler avec eux parce qu'ils se battent pour la même cause que moi. On a envie d'aider les créateurs à travailler sur ce qu'ils aiment et à être payés en retour par les gens qui aiment leur travail. On partage ça et c'est pour ça que c'est un bonheur pour moi de travailler avec eux sur cette saison 4. Le fonctionnement c'est super simple, vous allez sur patreon.com, vous créez votre compte et vous allez pouvoir commencer à créer votre communauté, tous les gens qui suivent votre travail et leur proposer de vous soutenir en retour. Patreon permet grâce à une plateforme très simple d'interagir avec vos fans et de faire en sorte qu'ils puissent vous rémunérer pour votre travail et pour ce qu'ils aiment chez vous. C'est magique parce que ça enlève tous les intermédiaires et ça vous permet directement à vos fans de vous donner une contribution financière pour vous encourager à créer et vous aider à continuer. Donc je les remercie encore une fois du fond du cœur et si vous êtes créateur et que vous vous questionnez sur comment on peut monétiser ses créations, allez sur patreon.com et inscrivez-vous, vous n'allez pas être déçus. Je vous mets le lien dans la description de l'épisode. L'épisode du jour, c'est une sacrée pépite et vous allez vite vous en rendre compte. J'ai eu la chance de rencontrer Marie, des Tribulations de Marie, et on peut dire qu'elle m'a bien retourné le cerveau. Avec son entreprise, Marie cherche à aider tous ceux qui n'ont pas appris à dessiner, mais qui ont envie de donner de la place de plus en plus dans leur quotidien à leur créativité. À travers des cours d'aquarelle, elle veut aider chaque amateur à progresser et à trouver du temps dans son quotidien pour apprendre à dessiner. Mais au-delà même du sujet de son activité, Marie est une sacrée entrepreneure créative. Elle m'a complètement bluffé par la maturité de ses réflexions et de son avancement, même s'il s'est fait parfois dans la douleur. On a parlé pendant 1 heure de ses débuts, des compétences nécessaires pour vivre de ses créations, des étapes de la structuration d'une activité, mais aussi de choses assez profondes comme comment concilier l'inconciliable. C'est un épisode très naturel, passionnant et je suis sûr qu'il va beaucoup vous plaire, alors je vous souhaite une bonne écoute. Salut Marie! Salut! Bienvenue sur le podcast. Merci, Comment merci ça va pour ton accueil. Bah écoute, Ça va avec super. plaisir, tu vois, on est bien installé dans ce petit appart lyonnais. C'est magnifique, C'est notre tournée lyonnaise avec Caro, dont l'épisode est sorti la semaine dernière. trop bien. Je suis très content de t'accueillir. J'ai vraiment envie qu'on puisse prendre le temps. Il y a des questions assez profondes que j'ai envie de te parler, parce que je sais que tu as une super expérience et un parcours qui est vraiment intéressant. Mais avant d'en arriver là, je suis curieux qu'on puisse remonter un peu au début, toi, de ce démarrage. Donc maintenant, tu travailles à fond sur ton entreprise, autour de l'aquarelle, des cours que tu donnes, etc. Mais ça a été quoi les premières briques de tout ça? Comment ça a démarré pour toi? Qu'est-ce qui s'est passé au tout début qui t'a amené à prendre ce chemin et aller un peu genre tête baissée, dire allez, go, on y va, c'est parti quoi. Bah écoute, déjà merci de me recevoir. Et ouais, c'est vrai que les premières briques, c'était finalement, à la base, moi je suis ingénieure. Donc je me destinais pas du tout, non, je me destinais pas du tout à cette aventure entrepreneuriale. D'ailleurs, j'étais anti-entrepreneuriat parce que mes parents, mes grands-parents sont commerçants, ils ont une boutique, ils sont entrepreneurs, on va dire, et ils ont une très mauvaise qualité de vie, on va dire, ils travaillent beaucoup. Ouais. Et j'ai toujours eu un peu cette image du je veux un CDI et je veux pas être entrepreneur ou comme eux, voilà. Donc tu t'es presque construite en opposition à ça parce que tu voyais les défauts aussi, les inconvénients de ça, quoi. Voilà, alors bien sûr, il y a aussi plein de points positifs, mais c'est vrai que j'avais cet aspect un peu c'est dur comme vie, donc je voulais pas forcément aller là-dedans. Et je croyais pas vraiment à un métier artistique, on va dire. J'aimais bien tout ce qui était artistique, mais j'y croyais pas trop. Je voyais tu dessinais petite ? Ouais, voilà, je dessinais beaucoup, je peignais, je faisais plein d'activités, on va dire, créatives. Mais voilà, j'avais du mal à y croire, donc on m'a un peu mis dans la voie, on va dire, ingénieur, en me disant, bah, t'as des bonnes notes, fais prépa et fais derrière une école d'ingé. C'est la voie royale, entre guillemets, donc c'est vrai que, bon... Je me suis dirigée comme ça en me disant bah, y a des choses quand même qui m'intéressent, l'environnement, l'énergie, etc. Donc j'y suis pas du tout allée, on va dire, en reculant. Mais voilà, j'avais pas en tête cet aspect artistique. Puis après, arrivé à Paris, du coup, quand j'ai commencé à travailler en 2015, j'étais un peu dans cette routine, on va dire, très ordinateur, Excel, réunion et compagnie. Et là, je me suis dit, tiens, ça serait bien enfin de reprendre des trucs artistiques comme je faisais enfant. Et je me suis mise à peindre, je me suis mise à tester plein de trucs, l'ordinateur, je faisais du Photoshop, enfin je faisais plein de trucs. Et j'avais un blog que j'avais ouvert pendant mes études en Erasmus et ça s'appelait Les Tribulations de Marie. D'ailleurs, moi je me suis renseigné aussi avant, ça n'avait rien à voir au début avec ça n'avait rien à voir, c'était des photos de voyage pour mes parents. C'était des photos de la Suède, de Stockholm, voilà, enfin c'était mon Erasmus quoi, enfin...
du moins une partie. Ouais. Et je partageais ça à mes proches. Et après, quand je suis rentrée, c'est devenu un peu un mix de tout. Il y avait des recettes de cuisine, il y avait encore des voyages quand j'étais à Nice. Enfin, bon, il y avait de tout. Et en fait, dès que je parlais d'aquarelle, il y avait plus de commentaires, il y avait plus. Pourtant, à l'époque, j'avais vraiment pas beaucoup de gens qui me suivaient. Et donc, dès que je parlais d'aquarelle et de peinture, ça marchait mieux. Donc, c'est comme ça que je me suis orientée là-dedans. Et donc, après, arrivé à Paris, j'ai continué à alimenter le blog en partie plus vers la peinture. Et j'essayais vraiment de le faire de façon pro parce que ça me plaisait. Et ça a été repéré par une maison d'édition. Donc, début 2017, j'ai eu une maison d'édition qui m'a dit il y a quasiment pas de contenu en français sur l'aquarelle moderne comme vous faites. Il y en a presque pas. Il y avait plus cette image vieillotte de l'aquarelle où beaucoup de personnes âgées en font. Et donc, elle m'a dit, nous, on est partant pour faire un livre avec vous. Alors là, ça m'a un peu déroutée. J'étais là, waouh. Et j'avoue que j'avais dans le fond de ma tête, je me disais, j'aimerais bien pouvoir éventuellement monter quelque chose autour de ça, mais j'y croyais qu'à moitié quand même. Ouais. Peut-être même une porte de te dire, ça pourrait être un complément au début à mon CDI. Et ce qui est marrant, c'est que dans ce que tu dis aussi, c'est vraiment une logique de bouteille à la mer. Tu vois, un peu au début, j'ai un blog, je sens que j'ai envie de faire des trucs, j'essaye, je mets un doigt dedans. Je pose des photos d'aquarelle et je vois que ça résonne. Je vois que les gens s'engagent plus, en tout cas que ça résonne plus pour eux. Et donc, je double mes efforts là-dessus, quoi. Oui, c'est vrai que j'ai pas forcément... j'avais pas tout de suite cette grande passion pour l'aquarelle. C'est aussi le fait que ça fasse réagir les gens que ça m'a donné envie d'explorer ça, quoi. Est-ce que tu étais, à ce moment-là, seule sur ce côté positionnement aquarelle moderne? Tu vois, un peu comme si il y avait d'autres personnes qui traitaient d'aquarelle en France, j'imagine. Hein. C'est quelque chose qui est un art qui était déjà répandu. Mais est-ce que du coup, tu avais l'impression de prendre un peu la tangente sur ça? Honnêtement, il y avait forcément des gens qui le faisaient aussi. Mais en tout cas, il y avait quasiment pas de blog sur le sujet. Enfin, moi, j'avais du coup enlevé tous les articles sur la Suède, tous les articles sur autre chose que l'aquarelle. Donc, il n'y avait plus que ça. Et donc là, c'était à peu près en 2016-2017. Et j'étais quasiment la seule à avoir quand même un contenu. J'avais une newsletter, j'avais une page Insta avec déjà un petit peu de contenu sur l'aquarelle. Je donnais quelques petits conseils. Bon, c'était encore les tout débuts. Ouais. Mais oui, j'étais quand même plutôt seule, on va dire, sur ce domaine au début, ouais. En français, en tout cas. Bien sûr, parce qu'aux États-Unis, par exemple, c'était déjà beaucoup plus développé. C'était comme ça, moi, que j'avais appris d'ailleurs. C'était en voyant des vidéos en anglais. D'accord. Et je le disais aux gens, et les gens me disaient « Mais moi, je parle pas anglais !» Donc, je commençais à me dire « Bon, c'est pas possible, il faut qu'il y ait forcément du contenu. » Et je ne trouvais pas spécialement. Donc, c'est comme ça que je me suis mise à essayer d'enseigner, parce que j'adore enseigner. Donc, du coup, voilà, c'est comme ça que c'est venu et que ça a commencé. C'est un truc qui est naturel chez toi de transmettre de cette pédagogie ou de partager ce que tu apprends? C'est vrai que c'est marrant parce que j'aurais pu faire, on va dire, aquarelliste et vendre mes créations, mais ce qui me plaît, c'est enseigner. C'est vrai que ce qui me plaît, c'est enseigner. Et quand j'y pense, avec le recul, je me dis, c'est vrai que depuis l'enfance, j'ai passé mon enfance à enseigner à mes sœurs, par exemple. Genre quoi? Tu leur faisais les devoirs? En fait, j'avais un truc que j'appelais, je crois pas que j'en ai parlé nulle part, mais j'appelais ça les activités. Okay. Et en gros, c'était... j'avais un énorme classeur, d'ailleurs, que j'ai gardé parce que je n'arrive pas à me résoudre à le dégager. Et j'avais mes fiches avec ce que j'allais leur enseigner. Donc, par exemple, ma sœur a sauté une classe grâce à ça. Tellement je leur faisais des cours de tout. Donc, il y avait des cours de maths, de français. Mais il y avait aussi... on allait faire des classes vertes dans le jardin. On faisait des trucs de relaxation. On faisait des énigmes. On faisait des plans d'architecture sur les Sims. Enfin, franchement, on a fait plein de trucs. C'est génial. Moi, j'adorais leur enseigner. Elles aimaient trop les activités. On faisait aussi des cours de commerce, entre guillemets, où on faisait une espèce de boutique où il fallait mettre les prix. Puis après, on s'entraînait à... Enfin voilà, on s'amusait comme ça. Donc, c'est incroyable ces trucs-là. Je trouve ça génial. Et du coup, ça va toujours rester Et question un peu atypique, mais ça te faisait sentir comment en tant que sœur de faire ça? Ah franchement, j'adorais ça, quoi. Déjà, en fait, ce qui me plaisait, c'était de leur faire découvrir un truc, de les voir vraiment contentes. On voyait pas l'après-midi passer, parce que des fois, on faisait des trucs de Art Attack, tu sais, les émissions créatives. Des fois, on faisait des tutos de Art Attack, et c'était trop bien. Enfin, des fois, je faisais aussi les espèces d'expériences scientifiques qu'il y avait dans les Youpi ou les petits livres pour enfants, là, ou des trucs comme ça, voilà, les volcans et tout. Non, c'était top, c'était... C'est évident que ça a un lien aussi avec ce que tu fais aujourd'hui. Et c'est marrant de te voir qu'après une période où tu t'es dit je vais aller vers un job salarié, du CDI, etc., et de la sécurité, tu reviens à finalement cette
peut-être pas cette vocation, mais en tout cas cette intuition naturelle qui était pour toi de transmettre et d'apporter grâce à tes connaissances. Ouais, il y avait, disons qu'il y a eu beaucoup à un moment donné, je m'étais dit, je vais devenir peut-être maîtresse d'école ou quelque chose comme ça. Mais il y avait toujours peut-être que tu peux faire mieux, ou tu vois, le côté, il y a peut-être encore mieux et tout. Et en fait, au Ambition. final, le côté, tu as des bonnes notes, tu peux peut-être faire encore mieux et tout. Mais c'est vrai que, c'était peut-être toujours caché et j'y suis revenue après m'être ennuyée en tant qu'ingé. Et c'est un truc aussi où, tu vois, dans la transmission, je pense que tu as aussi une logique de... il faut être prêt à mener un peu aussi sa barque, tu vois. Je veux dire, là, ce que tu crées depuis quelques années, c'est un truc qui demande aussi d'être une forme de leadership, ou en tout cas une forme d'être prêt à mener ta barque, et tu te dis, ok, il faut assumer les connaissances, tu sais, c'est un peu porter sa voix, et assumer ses convictions, et se dire, bah voilà, pour transmettre, il faut que j'accepte que je donne quelque chose au monde, je donne quelque chose à des gens qui ont envie d'apprendre, et je suis prêt à l'assumer pleinement, quoi. Ouais, c'est... Effectivement, il y a ce côté transmission à l'audience et aussi maintenant un peu plus à l'équipe et du coup construire quelque chose ensemble pour que ça résonne chez les autres membres de l'équipe et qu'ils puissent à leur tour le transmettre. Et tu parlais du début de ton compte, tu vois, où c'était les premiers moments où tu commençais à transmettre des choses. Ouais. Et du coup, sur ce sujet, est-ce que ça a été facile pour toi d'assumer un peu ce côté leadership ? Je sais pas si c'est le bon terme leadership, mais en tout cas de meneuse, tu sais, on aime beaucoup tous les deux Seth Godin, il y a vraiment cette logique de tribes, tu vois, de tribus, de montrer la voie. Est-ce que tu as réussi petit à petit à l'approprier ? Comment tu as fait pour que ce soit plus fluide pour toi ? C'était assez naturel parce que au début on n'était vraiment pas nombreuses en fait à faire tout ça, donc au début c'était voilà comment je m'y prends en mode copine qui partage un peu ses bons tuyaux quoi. Voilà, je vais vous montrer comment je peins telle fleur, c'est hyper relaxant, c'était vraiment en fait c'était entre guillemets ma cible aujourd'hui, enfin les gens à qui je m'adresse, c'était moi de l'époque comme beaucoup de personnes quoi. Et ça je remarque que ça fonctionne souvent très bien. Moi j'ai essayé de lancer des boîtes il y a quelques années, avant même de prendre un CDI, donc avant Inspiration Créative, il y a genre 5 ans, et j'étais tout le temps dans l'erreur parce que j'imaginais des trucs, tu vois. Je me dis je vais faire j'imaginais un besoin. Ouais, c'est ça. Alors qu'en fait le moment où ça marche bien, Inspiration Créative, c'est moi aussi d'il y a quelques temps, tu vois, et tout ce que j'apprends, je peux le transmettre parce que je parle au moi qui progresse quoi. T'arrives à beaucoup plus raisonner avec la personne en face de toi parce que tu sais exactement qui elle est quoi. T'es au clair. Ouais. Voilà, donc au début c'était assez naturel et puis après au fur et à mesure du coup j'ai vu que ça les aidait, donc j'ai vu qu'il y avait un besoin, donc j'ai essayé d'accentuer et d'aller encore plus dans ce rôle quoi finalement, donc c'est venu assez naturellement finalement. Okay. T'as eu ce truc, donc cette maison d'édition qui te contacte, qui te propose d'écrire un livre. J'imagine que c'est aussi des trucs qui te permettent de prendre confiance et de te dire ok, là il y a un besoin, là il y a d'autres gens que ça intéresse, et donc quelque chose à assumer quoi. Ça m'a vraiment confirmé cette recherche que j'avais faite où je m'étais rendu compte qu'il y avait pas grand monde qui faisait ça à l'époque. Ça m'a confirmé, surtout que j'ai eu quand même 2 autres maisons d'édition ensuite qui m'ont aussi fait des propositions. Donc je me suis dit bon là il y a un truc, c'est pas possible. 3 maisons d'édition en l'espace de quelques mois, il y a un truc. Donc voilà, effectivement ça m'a confirmé et je me suis dit bon je me donne un an pour tester, et parce que j'avais vraiment très peur du côté t'es ingénieur, t'es un CDI, t'habites à Paris et puis d'un coup tu lâches tout et tu deviens un peu l'artiste maudit où tout le monde est là. Ça ouais, le côté je rate, clairement j'avais pas envie de décevoir ma famille, j'avais pas envie de décevoir mon entourage, j'avais pas envie de perdre la face entre guillemets quoi. Et qu'est-ce qui te donne confiance à ce moment-là de le faire ? Déjà ces intuitions plus le fait que j'avais eu ces, on va dire ces indices des maisons d'édition, et puis après me dire voilà je fais 1 an et si vraiment au bout d'1 an ça marche pas, je me dis bon t'as eu une belle expérience entrepreneuriale et soit t'apprends de tes erreurs et tu mets en place des choses et tu continues éventuellement, soit tu pourras toujours le valoriser en tant qu'ingé en disant voilà j'ai fait une pause d'1 an où j'ai exploré un projet entrepreneurial quoi. Donc je me disais j'avais mis un peu de côté, je tente, et si c'est vraiment trop délirant et que ça marche pas, au pire, ce sera pas vraiment du temps perdu, quoi. C'est finalement, tu vois, ce que j'entends là, c'est vraiment un côté minimiser le risque, parce que tu peux rétro-pédaler, tu peux revenir en arrière, et de toute façon, c'est qu'un plus, quitte à ce qu'ensuite tu bifurques. Oui, après, il faut faire attention, parce que je trouve quand même qu'à l'époque, c'était assez ambitieux, mon saut, on va dire. J'ai carrément démissionné, j'avais mis un peu d'argent de côté, mais j'habitais à Paris. Bon, c'est pas non plus quelque chose que je recommande aujourd'hui. J'avais quand même déjà une audience, ça faisait quasiment 4 ans que j'avais un blog sur lequel je postais. J'avais une newsletter, j'avais déjà des choses en place, quoi. Je partais pas non plus de zéro complètement. Ouais. Moi, ce que j'entends là, c'est super intéressant. C'est vraiment une logique de... J'avais déjà des atouts que j'avais développés. Et en fait, au moment d'y aller à fond, t'es pas à fond
en saut dans le vide. Tu t'avances sur les fondations que tu as déjà bâties, qui sont des atouts digitaux, qui sont des relations humaines, qui sont des compétences que tu as. Et ça aide aussi énormément. Ouais. Tu dirais d'ailleurs, si tu regardes un peu les 4-5 dernières années, est-ce qu'il y a tu arrives à identifier des compétences qui t'ont, toi, vachement aidé à avancer vers là où tu es aujourd'hui ? Ouais, alors ça, c'est assez marrant parce que souvent, on me demande, je veux me lancer et est-ce que tu as suivi des formations ou moi, j'aimerais bien une formation. Par exemple, quelqu'un qui m'a écrit en me disant je voudrais une formation, mais il faut à tout prix que ça soit remboursé par le CPF ou je sais plus exactement, je crois que c'est bien CPF. J'ai dit honnêtement, tu ne trouveras pas beaucoup de formations remboursées par le CPF, mais c'est pas grave. Et si tu peux, essayer d'investir dans des formations, c'est hyper important. Et moi, c'est clairement ce qui a accéléré ma croissance parce qu'on ne peut pas tout connaître. Et justement, je me suis formée sur beaucoup de choses, mais pas forcément des choses artistiques. Ouais. Par exemple, les créatifs, souvent, ils n'aiment pas ce genre de mots, mais du marketing, de la com, de l'informatique, comment faire des photos, comment utiliser Photoshop, comment faire un pack de com, un Media Kit ou des trucs comme ça. Plein de trucs comme ça. Franchement, c'est ça qui a vraiment changé pour moi, quoi. C'est de me former sur tous ces trucs auxquels je connaissais rien parce que j'avais pas fait d'études sur ça. Et même, je suis pas sûre que forcément les études, ça aide beaucoup. Et associer ça à mes compétences créatives pour que ça fonctionne, quoi. Je pense que c'est... Et je trouve ça génial important que tu mettes un peu un coup de pied là-dedans parce que il y a beaucoup de créateurs qui se disent j'assume pas le fait d'être entrepreneur. Alors qu'en fait, si tu veux vivre de tes créations, t'es obligé de prendre aussi cette casquette-là. Et là, que tu mettes un coup de pied en mode genre l'artiste pur, tu sais, qui touche pas au commercial, qui touche pas à... non, en fait, tu peux être créateur-entrepreneur et tu peux être entrepreneur-créateur avec une créativité dans ton activité. Ouais. Et en fait, quand tu assumes les deux, c'est là qu'il y a une forme de prospérité qui vient aussi et que tu décides que tu peux construire quelque chose de viable. Ouais, bah justement, c'est aussi après quand le projet fonctionne, alors ça vient pas tout de suite, mais... Si le projet fonctionne, après, tu peux aussi retrouver... Bon, bien sûr, il y a plein de moments où on est pris par d'autres tâches, etc. aussi, bien sûr. Mais on peut aussi retrouver plus de temps pour créer, plus de liberté, parce que maintenant, on est payé pour, en quelque sorte. Donc, moi, clairement, je crée beaucoup plus maintenant que... c'est assez récent, hein, mais qu'au tout début, par exemple, où c'était beaucoup plus la tête dans le guidon pour faire avancer le projet. Donc, oui, ça peut permettre quand même d'avoir une certaine... prospérité, pérennité du projet, quoi. Ouais, bien sûr. Tu dis que là, c'est une période où tu commences justement à te redégager du temps pour créer. C'est quoi le cheminement qui se passe ? Parce que moi, je le vois aussi, tu vois, j'ai cette intention super bonne de me dire, dans mes journées, la moitié de mon temps est dédié à la création. Donc, j'essaie vraiment de bloquer ça et d'être très... protéger vraiment mon temps. Mais je sais que tu te fais bouffer aussi par un maximum d'urgence, un maximum de choses, d'administratifs, de... toutes les autres choses sur lesquelles tu as moins de valeur ajoutée mais qui existent malgré tout. Comment ça se passe pour toi ? Comment tu as structuré les choses ? Combien vous êtes aujourd'hui dans l'équipe ? Ouais, c'est vrai que c'est un gros chemin, moi que j'adore au final, donc j'aime trop ce côté entrepreneur et essayer de développer un projet entrepreneurial et pas juste... Enfin, il n'y a pas de l'un mieux que l'autre, hein, mais pas que le côté artistique en tout cas. Donc... Aujourd'hui, on est 6 dans l'équipe, donc ça s'est venu progressivement, on va dire. C'est compliqué de donner les étapes exactes parce qu'effectivement, il y a plein d'éléments qui sont rentrés en jeu. Déjà, en fait, il y a beaucoup de travail au début, il ne faut pas le nier quand même, parce que structurer tout ça. Voilà, je pense qu'on a souvent, en tant qu'entrepreneur, on a un peu cette phase de eux seuls, entre guillemets, où on bosse un peu de façon acharnée au début. Ouais. Que je glorifie pas, mais il faut pas nier que c'était du boulot quand même. Bien sûr. Voilà. Et des fois, on a tendance à dire oui, bien-être, équilibre de vie, c'est hyper important. Ouais, mais si j'en suis arrivée là aujourd'hui, c'est aussi parce que j'ai bien trimé pendant quelques temps. Donc il y a eu cette phase. Puis après, il y a eu la phase je peux plus. c'est pas ce que j'avais imaginé. C'est trop de boulot. Et donc là, je me suis dit ok, faut déléguer. Et ça, j'y suis arrivée parce que très rapidement, je me suis entourée de mentors qui m'ont dit il faut déléguer le plus vite possible. Ouais. Enfin... C'était qui des gens que tu connaissais, des gens qui étaient des coachs, des coachs, souvent aux États-Unis. Okay. Parce que j'avoue que en tout cas, peut-être pas aujourd'hui, mais en tout cas il y a 5 ans environ, c'était très masculin, très un peu, je sais pas, le ton très masculin me convenait pas du tout. Ouais. Et salut cher entrepreneur ou des trucs comme ça me va pas du tout. Et j'ai peut-être pas trouvé la personne aussi, mais c'est vrai que du coup je me suis tournée vers des femmes aux États-Unis. Moi je me suis fait beaucoup accompagner aussi
aux États-Unis. Mais c'est parfois des sensibilités, tu vois, des gens que tu découvres et que tu suis et qui te parlent, tu vois. Ouais, j'aime beaucoup leur. C'est vrai que des fois, c'est un peu too much, leur côté. Il y a de tout aussi, hein. Il y en a qui sont beaucoup moins too much et qui ont par contre. Moi, j'ai trouvé des personnes qui sont effectivement. J'aime bien leur façon de voir les choses, qui sont dans le boost, tout est possible, entre guillemets. Et donc, c'est ces personnes-là aussi qui m'ont ouvert les yeux sur le fait que oui, il faut déléguer, il faut, si tu veux avoir une vie équilibrée, donc surtout en 2020 où j'ai commencé à faire grandir l'équipe, donc là, j'ai commencé à récupérer du temps. Puis après, il y a eu cette phase de dette où en fait, on a tellement changé en fait que on avait tout à construire, on avait une dette de structure, donc on avait zéro process, on n'avait pas j'avais un logiciel, moi Notion, je l'utilise depuis longtemps, mais pour moi, donc il a fallu le faire pour l'équipe. J'ai le même sujet en ce moment, c'est un chantier énorme. Hein. Mais moi, ça m'a pris plusieurs mois. Après, il y avait le côté, il faut qu'on organise un Slack, il faut qu'on fasse des procédures, il faut qu'on ait des SOPs, il faut qu'on ait des systèmes de goals pour toute l'équipe. Enfin, franchement, c'était hyper stressant de me dire, bon, en fait, il y a tout un truc là, c'est construire une entreprise, quoi. Et on avait donc cette dette de structure, mais aussi cette dette de communication, parce qu'on savait pas trop comment communiquer, quand est-ce qu'on doit faire des réunions, quand est-ce que tout ça, on connaissait rien. On avait aussi un peu le côté... Ouais, je sais pas trop comment mettre le doigt dessus, mais la dette de vision. Parce que moi, au début, ma vision, c'était, au bout d'un an, il faut que ça soit rentable. Une fois que j'ai atteint ce but... C'est quoi en fait la vision du coup ? Je vends des cours de peinture, ok, mais qu'est-ce que tu as envie d'apporter au monde, quoi ? Ouais, maintenant on a des gens qu'on recrute, on leur dit quoi ? On vend des cours de peinture, voilà, c'est tout. Aide-nous à faire ça. Je pense qu'il faut un peu plus, quoi. Donc il y a eu toute une remise en question où je me suis dit, bon, en fait, il faut que tu arrives à trouver une vision, il faut que tu arrives à trouver un truc, ça va durer. Maintenant, je suis dans la phase où je me dis, peu importe si le projet change, je vais avoir les compétences pour réussir à le faire évoluer et à le faire perdurer. Donc j'ai plus peur que ça s'écroule, comme au début. Mais c'est vrai qu'il a fallu, en fait, maintenant, contrer cette dette de vision en essayant de passer du temps dessus. Donc, du coup, ça voulait dire que tout le reste passait derrière. Et donc, j'avais pas forcément le temps de créer non plus. Et puis après, voilà, quand tu crées plus, t'alimentes plus le truc, t'as plus d'idées ou t'as moins d'idées. Tu recycles toujours les mêmes choses. Et donc, à un moment donné, j'ai dû aussi passer une nouvelle étape où... de nouveau, avec beaucoup de coach, j'ai pris beaucoup de programmes ou de choses comme ça pour essayer de m'ouvrir un peu les yeux. Je me suis dit, en fait, j'y suis dans mon rêve. Parce que moi, je me disais, le rêve, ce sera plus tard. Plus tard, t'auras le temps et tout. Et en fait, j'y suis. Comme s'il fallait te douiller avant et c'est ça. vraiment... Et j'ai vraiment dû travailler ce mindset pour me dire, bon, maintenant, c'est bon. Je suis dans mon truc, donc je le fais. C'est-à-dire que je prends des moments dans l'après-midi pour balader, je pème 2 heures le matin en premier truc de la journée. C'est ma vie, quoi. Et à un moment donné, il faut le décider, parce que sinon, ça n'arrivera jamais, quoi. Bien sûr. Voilà, bien sûr. donc c'est vrai que c'est assez récent que j'ai réussi un peu à passer toutes ces étapes, mais je retombe des fois dans il faut bosser parce qu'on a une deadline et trucs comme ça. Mais j'ai un autre mindset qui me permet de plus créer. Donc voilà, ça a été plusieurs étapes. C'est juste passionnant. Sache que moi, je me pose toutes ces questions en ce moment. Et ça m'éveille aussi, tu vois, de te parler, de t'entendre parler de ça, parce que je suis dans ces périodes-là aussi de structuration. Parce qu'en fait, j'ai envie aussi de vivre ce pourquoi j'entreprends, tu vois, ce pourquoi j'ai envie de créer. Et c'est hyper important de l'avoir en tête. Est-ce que tu as... durant cette phase-là, c'est quand même assez long, hein, tout ça, mais est-ce que quand tu penses à ça, tu as 2-3 ressources, peut-être 2-3 livres, peut-être 2-3 trucs qui t'ont permis de jouer mieux avec, tu vois, des trucs où tu te dis, ah ça ressort, je sais que ça a été des lectures marquantes ou des choses marquantes qui m'ont permis de mieux jouer avec. Alors honnêtement, sur la partie organisation, une formation sur Notion. Enfin, franchement, il faut un outil en fait. Tu l'as fait avec qui, toi ? Marie Poulain. Ok, très bien. Donc qui est une des grosses référentes. Que je connaissais déjà pas mal. Et, elle est francophone, non, Marie Poulain ? Non, elle est aussi aux États-Unis. Elle est au Québec, je crois. Pas au Québec, au Canada. Je sais mais... pas où elle est, mais elle est aux États-Unis, je pense. Ouais. Exactement, je ne saurais pas te dire où. Je me demandais s'il n'avait pas des origines francophones. Parce que Peut-être, ouais. Peut-être par son prénom et son nom, mais je sais, j'ai jamais demandé. Bon, en tout cas, une super experte de Notion. Ouais. Donc, voilà, Notion, c'est vrai que c'est en tout cas un outil pour faire cette structure. Après, je me souviens plus, il faudrait que je te donne les liens, mais des livres sur justement qu'est-ce que c'est que... En fait, comment ça marche une entreprise, quoi. Et sans tomber non plus dans la grosse entreprise trop lourde. Parce que moi, c'est ce que je quittais à la base. Donc, j'avais pas non plus envie, mais il faut un minimum. Un truc flexible, mais avec une structure qui te soutient quand même. Ouais, donc avoir un outil qui permet de
tout organiser, c'est important quand même. Après, j'irais plus sur le côté récent, un peu mindset et tout. C'était le livre Le Grand Saut, The Big Leap. Je sais pas si tu le connais. Je l'ai pas lu, mais... de Gay Henrik, je crois, il s'appelle. Où en gros, l'idée, c'est... je vais avoir un moment donné où je vais me mettre une limite. Parce que je suis trop heureux. Okay. Toi Ouais, tout le monde, c'est le livre. de façon générale. Okay. Le livre, il dit ça. Il dit, en fait, à un moment donné, on a une limite dans l'enfance, souvent, qui est inconsciente, on le sait pas, tiens, ma limite, c'est ça, et si je m'en rapproche, attention, non, tu vois. Mais à un moment donné, on va avoir une limite, et quand on s'en rapproche, on met en place des actions pour revenir dans notre zone de confort du bonheur, quoi. Tu vois, si t'as trop d'un coup, par exemple, si trop de succès, dans les liens affectifs, ça marche trop bien, ou t'es juste content un peu trop, entre guillemets, tu vas peut-être te mettre à râler. Comme si tu le méritais pas, quoi. Ouais, tu vois. Et en fait, dans le livre, il montre un petit peu toutes ces attitudes que tu peux avoir pour te saboter. Et moi, ça m'est arrivé récemment de me saboter un petit peu parce que j'avais atteint des buts où je pensais pas atteignables. Bah, par exemple, le fait de monter une équipe, le fait de me dire, la boîte marche, le fait de me dire, je vais peut-être pouvoir acheter un appartement, des rêves qui étaient, il me semblait presque inatteignables, en fait, il y a quelque temps. En fait, là, j'avais presque plus de buts derrière. Du coup, j'ai commencé à saboter le truc, à m'arrêter de vendre mes produits, à m'arrêter d'avoir des projets, à refuser des projets. Et en fait, c'est exactement ce qu'il décrit dans le livre. C'est qu'en fait, du coup, pourquoi tu t'en empêches et comment y remédier. Donc ça m'a énormément aidé, par exemple, à mettre en place, ce que je te disais, la routine créative et accepter que je peux avoir tout, c'est-à-dire créer et avoir une entreprise et avoir une vie privée épanouie, quoi. Mais des fois, je me disais dans ma tête, tu peux pas avoir tout quand même, c'est trop. C'est super intéressant de te voir aussi à ce moment-là, parce que je trouve que sur un podcast et sur une boîte, on peut envoyer une image où tout va bien. Tu vois. Et je trouve que, par exemple, quand on te voit, ça a l'air de dérouler super. On sent que c'est génial et que ça avance bien. Et c'est intéressant de voir aussi que derrière ça, il y a toi avec tes questionnements, tu vois, il n'y a pas que l'image positive, quoi. Il y a aussi toute la lutte intérieure de se dire comment je structure une équipe, ce que ça demande, ce que ça apporte comme fierté derrière aussi, mais tous ces chamboulements-là qui sont hyper violents. Le côté, franchement... Pour moi, ça a été le plus dur à vivre récemment, c'est le côté être perdu parce que t'as plus vraiment de but. En fait, t'as atteint tes buts. Enfin, je dis pas que c'est une fin en soi, mais mine de rien, ça fait un vide, quoi. Et du coup, tu t'autorises pas forcément à accepter qu'en fait, tu peux avoir tout plus ou faire d'autres projets derrière et tout. Et du coup, c'est vrai que ça fait beaucoup de temps à réfléchir, en tout cas. Ouais, j'imagine. T'as eu des traversées du désert ? Là, c'était vraiment plus l'année dernière, du coup, toujours ce même... lié à l'absence de pratique créative ou le manque de temps passé sur ça, c'était quoi ? C'était un peu le combo de tout, quoi. C'était, on a vraiment atteint des records dans l'entreprise, on a vraiment, ça marchait super bien, on a recruté et tout. Et du coup, il fallait vraiment trouver cette nouvelle vision. Et c'est ce que je te disais, quoi, c'est... Qu'est-ce que je veux faire, en fait ? Est-ce que j'ai envie de faire plus grand ? Est-ce que j'ai envie de faire toujours pareil, mais différent ? Enfin, est-ce que je veux faire un nouveau cours d'aquarelle ? Enfin, c'était vraiment ces questionnements, c'est le point d'interrogation, quoi. C'était plus ça que finalement, le début, où c'était sortir la tête du guidon et faire marcher le truc, à la limite, il y avait toujours un truc derrière. C'était, bon, maintenant je publie un livre, il y en a un autre, je dois sortir un nouveau cours. Bon, il faut que je lance tel truc et que j'atteigne tant d'abonnés. Il y avait toujours un nouveau truc derrière. Alors que là, il n'y avait plus rien derrière. Avant, j'avais toujours un modèle à suivre, en fait. C'était toujours, ok, il y a tel artiste qui fait ça, je pourrais faire à peu près dans le même esprit. Là, il n'y avait pas de modèle. Du coup, c'était en mode... il va falloir qu'on construise notre entreprise avec notre vision. C'est toi qui dois inventer la carte, quoi. Voilà. Et c'est ça que j'ai un peu ressenti récemment là, dans le mastermind dans lequel je suis. En fait, quand tu poses une question très spécifique, je m'attendais peut-être au début à avoir des réponses. Et en fait, elle dit contacte telle personne sur tel sujet, c'est un expert. Du coup, maintenant, c'est plus trouver les experts qui vont m'aider à avancer ou trouver les livres qui vont m'aider à avancer plutôt que refaire comme quelqu'un d'autre ou suivre un modèle établi, même si ça fait un peu plus peur. Du coup, maintenant, je sais que je vais jamais réussir à trouver ce truc-là. Donc, autant avancer avec l'aide de personnes pour essayer de le dégrossir un peu, mais il sera pas défini du coup. C'est génial, c'est passionnant. Et est-ce que t'as l'impression d'avoir plus de clarté aujourd'hui sur ce nouveau but ? Il y a un nouveau but ? Ouais, franchement, j'ai plus de clarté, mais c'est pas encore bien défini. Tu veux nous le partager ?
pour l'instant, je suis pas prête à le partager parce que je sais pas à quoi ça va ressembler. Mais en fait, le thème principal, en gros, c'est l'idée que j'aimerais partager plus que juste des cours d'aquarelle. Alors, je dis pas que juste des cours d'aquarelle, c'est pas cool. J'adore faire des cours d'aquarelle. C'était pas besoin de te justifier. Voilà, je trouve ça très bien. Ouais. Ah non, mais ça me fait plaisir de partager un peu le process. Mais du coup, je sais pas exactement ce que ça sera. Mais j'aimerais que ça soit peut-être plus que juste les cours d'aquarelle, parce qu'en fait, je me rends compte quand j'enseigne aux gens que bien souvent, ce qui les bloque, c'est pas faire une forme sur le papier, quoi. Il y a tout plein de trucs autour, et du coup, voilà, j'aimerais peut-être réussir à les accompagner sur autre chose que juste le côté tuto, on va dire. Ouais. Voilà. Donc, il y a, par exemple, dans le processus artistique, il y a plein de décisions à prendre sur quoi je m'entraîne, sur comment je m'entraîne, comment je reste motivée, sans forcément parler du fait d'être artiste entrepreneur et d'en vivre. Rien que dans la pratique artistique, il y a plus que juste je fais telle forme pour faire un palmier ou un truc comme ça. Voilà, donc j'aimerais bien peut-être essayer d'avancer dans une direction comme ça. Mais je sais pas encore exactement sous quelle forme. J'ai plusieurs idées, mais je sais pas. Il y a un post de toi que j'ai beaucoup aimé où tu parles de ça justement, un peu cette idée que la création ne se limite pas à la technique et qu'en fait derrière la création, il y a tout ce qui te fait penser que tu vas pouvoir rater, il y a toutes les décisions que tu dois prendre, il y a toutes les choses intérieures derrière ce combat, ces démons qu'on peut avoir qui nous bloquent, etc. Ouais. Et t'en parlais, je pense que de mémoire c'était en lien avec ton livre, qui s'appelle J'ose créer, que le titre est d'ailleurs magnifique. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, j'avais l'impression que tu disais en substance, il y a cette première étape dont on a beaucoup parlé ces dernières années, qui est la technique, et elle va continuer. Mais je me rends compte qu'il y a une autre porte qu'il faut explorer et qu'il faut que je partage, qui est quelque chose d'intérieur aussi. Et que le processus de création, que ce soit une entreprise, que ce soit des cours d'aquarelle, que ce soit n'importe quoi lié à la créativité, il nécessite d'aller lutter avec des choses qui sont une quête intérieure, quoi. Ouais, complètement. Moi, je le vois en fait avec donc les gens à qui je m'adresse aujourd'hui sont principalement des femmes débordées qui ne croient pas en elles ou qui ne croient pas trop en leur créativité, qui n'ont pas le temps. Typiquement la personne que j'étais quand j'étais il y a 5 ans à Paris. Et en fait, je me rends bien compte que juste leur donner une feuille et un pinceau, ça suffit pas pour les faire créer. Il y en a plein qui ont envie de reconnecter à leur créativité, qui ont envie de retrouver tout ça, mais ça suffit pas de leur dire prenez une feuille et allez-y, quoi. Il y a plein de choses qui les bloquent. Et en effet, du coup, moi, c'est quand j'ai commencé à me mettre là-dedans, je me suis dit, ok, bon, je fais des tutos, je regarde sur YouTube, je fais des cours, des trucs comme ça. Mais bon, au bout d'un moment, next, c'est quoi l'étape d'après, quoi? Donc, par exemple, comment je trouve mon style, comment je m'entraîne, comment j'analyse mes ratés, est-ce qu'il faut que... Je fais quoi en fait? Quel projet je fais? Et tout ça, c'est pas écrit dans un tuto, quoi. Bien sûr. Et ouais, effectivement, en tout cas, pour les gens il y a plusieurs étapes en gros dans le processus. Il y a les gens vraiment déjà pour se lancer. C'est pour ça que le livre s'appelle J'ose créer, c'est parce que déjà il y a un gros morceau, c'est oser se lancer. Voilà. Et donc là, il va y avoir pour moi 2 aspects qui bloquent les gens. Souvent, ça va être leur cicatrice créative. C'est le côté, j'ai été traumatisée par l'art. Et il y a énormément de gens qui... Je crois que c'était 43% le pourcentage que Brené Brown, elle disait sur ça. Elle disait qu'il y a 43% des gens qui ont une cicatrice créative. Donc ça les empêche. Au fond d'eux, ils ont un événement honteux un peu lié à leur créativité. Donc il y a leur passé, il y a tout ça, leur expérience, quelqu'un qui les a critiqués, leurs parents qui les ont critiqués, etc. Et après, il y a ce côté excuse en mode j'ai pas le temps, j'ai pas le talent et compagnie. Et voilà, du coup, je pense qu'effectivement, il faut essayer la plus grande excuse, c'est je vais créer quelque chose de moche. Et donc, du coup, j'essaye de leur donner cette impulsion en plus de juste leur donner des idées pour qu'ils osent, en fait. Parce que c'est ça qui me plaît, c'est de débloquer les gens, quoi. En plus de juste leur donner... des tutos d'aquarelle, parce que j'estime que l'aquarelle c'est génial, c'est hyper agréable, et au plus il y a de personnes qui peuvent profiter de ça, au plus je suis contente, quoi. Je trouve ça génial. Et on sent qu'il y a des choses qui commencent à émerger quand même vers la prochaine porte, le prochain but. Quand on parle là, on sent qu'il y a... J'espère. On croise les doigts. Est-ce que sur ce sujet-là de débloquer les gens, tu vois, est-ce qu'il y a un thème qui est important particulièrement pour toi, où tu te dis, ce truc-là, j'ai réussi à le débloquer, ça m'a pris du temps, et je vois que c'est central en fait, derrière ma création. Je pense que les gens aujourd'hui, et moi j'en faisais partie, veulent en fait créer du parfait tout de suite.
Ça fait penser à ton interview d'ailleurs avec Seth, mais c'est vrai que ouais, ils veulent tout de suite un truc beau parce que réseaux sociaux, ils sont habitués à voir du beau tout le temps. H24, ils voient des super photos, ils suivent des créateurs qui postent que le meilleur de leur création, ils vont pas poster du moche. Donc forcément, ils se disent ouais, moi si je crée, il faut que ce soit beau tout de suite, donc paralysie, donc j'attends qu'il y ait un meilleur scénario pour me lancer, etc. Mais du coup, voilà, au final, ils créent rien et c'est le pire de rester dans cet état de blocage, quoi. Donc moi, ce que je leur dis, c'est que voilà, dans tous les cas, leur premier truc va être raté, donc autant faire des ronds, quoi. Voilà, autant faire des ronds, autant faire des traits, autant faire un truc abstrait, autant se dire, bon, mais voilà, ça sera forcément comme ça, et ne pas le montrer, et le garder pour soi, faire son petit jardin secret au début, parce que bon, voilà, après, les gens sont très, très... C'est très facile pour l'entourage de donner leur avis, de dire... oh bah dis donc, tu te mets à la peinture. Oh bah dis donc, toi ça y est, tu crées. Ou des petits trucs comme ça qui vont décourager. Donc voilà, moi Des petites piques qui vont calmer j'encourage vraiment les gens à ne pas viser, même si je sais qu'ils vont forcément le faire, mais essayer de s'attendre à quelque chose de raté dès le début et se dire que c'est cool. Et garder ça pour soi, ne pas forcément le partager dès le début, quoi. C'est le lien entre le Loch Ness, le monstre du Loch Ness, le Yeti et la perfection, c'est ce qui n'existe pas. J'ai vu ça sur les réseaux hier, je trouvais ça très malin. Ah ouais, bah, pas mal. Ouais, pas mal. Super intéressant. Il y a un thème que tu abordes aussi dans ton livre, qui est ce truc de concilier l'inconciliable, qui est un peu plus deep, c'est un peu plus profond, mais je trouve ça très intéressant, de cette logique qu'on est plein de paradoxes en fait, et qu'on cherche à la fois... la sécurité et qu'on doit naviguer dans l'insécurité, qu'on cherche la perfection mais qu'on doit accepter qu'elle ne l'est pas. Je suis curieux que tu me racontes un peu cette idée de concilier l'inconciliable qui est importante pour toi. Ouais, en fait, c'est vrai que quand j'écrivais J'ose créer, j'essayais d'explorer les différents thèmes de façon assez large qui peuvent rentrer dans le processus créatif. Et dès que je trouvais un nouveau thème, en fait, je trouvais son contraire. Donc, par exemple, j'ai interviewé un artiste, par exemple, Jordan Matter, c'est un photographe américain. Lui, il est dans l'impro. Lui, il va à un endroit dans New York et il fait une séance photo avec n'importe qui. Enfin, c'est vraiment impro. Et par contre, à côté, j'avais une autre interview, c'était pose des contraintes. Avec PV Nova, c'était contraintes, carré, projet vraiment bien réfléchi à l'avance. Et en fait, là, je me disais, mais comment je vais réussir à synthétiser tout ça ? Et en fait, c'est un peu le résumé, du coup. C'est qu'il y a tout et son contraire. Et après, ça dépend de... Il faut se dire que tu vas jamais réussir à maîtriser tout et à dire, bon, voilà comment ça marche le processus créatif. Il faut que je fasse de la technique, mais il faut aussi que je fasse de l'intuition. Il faut que je fasse une entreprise, mais il faut aussi que je m'exprime par moi-même et que je trouve ma voix et mon style. Moi, je me dis, il faut l'accepter, entre guillemets, qu'il y a de tout. Il y a cette part de spontané et de réfléchi, d'équipe et de personnel, de tout, quoi. Enfin... Et naviguer entre les deux, quoi. Alors qu'on est très binaire. Tu sais, on a tendance à vouloir se dire on est soit l'un soit l'autre. Ouais. Et en fait, c'est peut-être intéressant de voir qu'il y a toujours les deux parts qui sont là, présentes et qu'on deal avec, quoi. Alors après, c'est bien aussi de se dire, bon, bah moi, je suis plus, par exemple... c'est valable à la fois pour l'entrepreneuriat et pour l'art. Ouais. On peut se dire, moi, je suis plus un artiste dans le spontané, dans le ressenti, etc. Ou moi, je suis plus un artiste très réfléchi, où j'ai beaucoup de paramètres et je joue avec. Il n'y a pas de l'un est mieux que l'autre. Mais voilà, il faut s'amuser. Il faut aussi se dire qu'on change. Par exemple, moi, j'avais un certain nombre de paramètres et j'étais un peu dans ma case. On sent qu'il y a du travail là-dessus. Hein. C'est clair. Non, mais j'étais un peu dans ma case, les fleurs à l'aquarelle pour très féminine et voilà. Et du coup, c'est compliqué parfois aussi de se dire, en fait, je peux faire aussi des paysages, un truc qui a aucun rapport et voilà, c'est pas forcément, c'est deux mondes un peu différents, mais au final, bah, des fois se dire, bon bah oui, je peux faire l'un ou l'autre, ou bien je peux changer, je peux évoluer, et accepter que dans tous les cas, bah, on peut pas contrôler le résultat en fait. C'est ce qu'il dit Seth d'ailleurs dans son livre, la The Practice, c'est que de toute façon le résultat tu peux pas le contrôler, donc autant profiter du truc et faire varier les paramètres et t'amuser avec, mais bon, dans tous les cas, vu que tu peux pas savoir qu'est-ce que ça va donner à la fin, bah, autant pas trop l'anticiper non plus, quoi. C'est une thématique je trouve qui est très présente aussi et qu'on sous-estime, je pense, quand on commence à créer, c'est accepter l'incertitude.
C'est-à-dire qu'on veut tout contrôler. C'est le pire en fait. C'est le côté, c'est inconnu en fait. C'est l'inconnu et l'inconnu, ça terrifie aussi. C'est ce qui nous fait le plus peur. Parce que nous, on aime, on aime les choses bien réfléchies, bien anticipées. Et en fait, je me rends compte que c'est vraiment le processus créatif, c'est l'inconnu. C'est le tunnel. Je sais pas si tu as lu le livre du CEO de Pixar, oui. Où il explique qu'en fait, c'est un tunnel, c'est ça. C'est un tunnel noir en fait dans lequel tu marches et en fait tu sais qu'au bout il y aura quelque chose, mais il faut avancer dans le tunnel noir. Et c'est ça qui fait peur, quoi. C'est l'inconnu du tunnel noir de la créativité. Et du coup, il dit, tu peux te créer un modèle mental ou te dire, en fait, c'est une montagne, en fait, c'est une île et je suis sur ma barque et je vais arriver jusqu'à la plage. Mais tu vois, tu peux essayer de te faire un peu te rassurer en te disant je vais y arriver, je suis déjà passé par là, mais bon, voilà, c'est l'inconnu. Et toi, qu'est-ce qui t'a aidé à jouer mieux avec cet inconnu-là ? Ah, bonne question. Tu vois, je pense qu'on navigue tous dans cet océan d'incertitude où on doit prendre des décisions, avancer vers des trucs qu'on connaît pas, on sait pas si ça va marcher, on sait pas si ça va être bien, on sait pas si on va en être capable, mais il faut quand même trouver les ressources pour le faire, tu vois. Ouais. Je me dis que je peux y arriver déjà. Je me dis qu'avec la bonne volonté, déjà j'essaie d'avoir un état d'esprit super positif, que ce soit pour la partie entreprise ou la partie artistique, on va dire. J'essaie de me dire, je peux y arriver si je mets les bons atouts de mon côté, on va dire. Donc les formations où tu vois, je me renseigne, je lis des trucs, je vais voir des gens pour essayer de récolter tout ce que je peux. Et je me dis, avec ça, il y a des gens qui ont réussi, il n'y a pas de raison que j'y arrive pas. Je me dis pas vraiment, j'ai pas le talent ou tout ça. J'essaie vraiment de travailler sur ça. C'est vrai que c'est beaucoup de mindset. Honnêtement, les 3/4 des problèmes que j'ai pu rencontrer, c'était des problèmes de mindset en fait. C'était pas tant de compétences. Ça c'est très intéressant comme apprentissage. C'est-à-dire vraiment, qu'on a l'impression que je trouve que même on a cet avis présupposé que tous nos problèmes viennent de trucs qui sont au contraire très concrets. Il me manque une compétence ou je sais pas comment faire ça, alors qu'en fait c'est beaucoup lié à des choses intérieures. Oui, parce que quand tu manques une compétence, par exemple, tu dis mais moi je maîtrise pas Photoshop ou mais moi j'ai pas fait d'études ou bon, tu peux toujours apprendre. Enfin, moi je pars du principe que tu peux apprendre. On a la chance d'être la génération d'internet où tu peux quasiment tout est à ta portée quoi quand tu cherches un petit peu. Si tu veux faire un cours d'aquarelle, tu peux quoi. Voilà. Donc je trouve ça formidable et j'adore apprendre. Mais par contre, c'est vrai que le mindset, c'est pas juste lire dans un livre un truc et d'un coup c'est bon, t'as changé ton mindset. Ça prend du temps, ça demande vraiment d'intégrer l'idée pour vraiment la vivre. Alors on n'est pas obligé de tout intégrer ce qu'on lit bien sûr, mais ouais, par exemple, je sais pas, qu'est-ce qui a pu se passer où c'était face à l'inconnu et c'était le mindset qui... Je sais pas, par exemple, il y a eu des moments où j'osais plus vendre mes produits. Il y a dû passer 1 an et demi où j'ai pas vendu mes produits. En 2018 ou 2019, je me rappelle plus, fin 2010. Entre 2018 et 2019, j'ai pas fait de lancement, par exemple. J'ai pas vendu mes produits. C'était un blocage mental, en fait. C'était... j'ai déjà réussi à vendre un peu mes produits, donc... peut-être qu'il vaut mieux que je m'arrête là, voilà. Et en fait, je me suis rendu compte que vendre mes produits, ça aidait les gens. Je me suis rendu compte que c'était pas... mes produits, j'étais fière d'eux, je trouvais qu'ils étaient bien faits, je trouvais qu'ils étaient là pour aider les gens, qu'il n'y avait pas forcément d'autres produits comme ça. Et du coup, j'ai compris au bout d'un moment que, en fait, vendre, c'était aider les gens. Et avoir cette perspective-là, mine de rien, ça m'a aidé parce que je me suis dit, oui, en fait, si je mets à disposition mes produits, je vais les aider. Et ça a changé ma perspective. Tu vois ce que je veux dire ? C'est un truc tout bête, mais jusque-là, j'avais arrêté de vendre. Alors qu'après, je me suis mis du coup à plus vendre. Et du coup, c'est comme ça aussi que l'entreprise s'est développée et qu'aujourd'hui, on est en capacité de donner plus de tutos gratuits, plus de cours payants pour ceux qui en ont envie, plus de stages gratuits. Ça, je pouvais pas le faire avant parce que j'avais pas les ressources pour, quoi. Voilà. Ça, c'est fascinant. Je trouve ça super intéressant. Et tu vois, il y a presque... Moi, ça me donne envie de réfléchir à comment on peut avoir tous, dans notre quotidien, des formes d'immersion qui seraient des moments où sur l'état d'esprit, pour que ces choses-là changent, on a besoin que l'immersion, elle soit... qu'on ait des exemples, qu'on ait des choses, qu'on s'inspire de plein de choses qui nous permettent d'avoir presque des moments où, en fait, pour changer d'état d'esprit ou pour faire évoluer les choses intérieures, il faut qu'on voit d'autres choses, il faut qu'on soit immergé dans quelque chose, et ça vient dans le temps. Et on gagnerait à avoir des temps où on se dit, est-ce que je peux... Si je veux travailler sur le syndrome de l'imposteur, est-ce que je peux m'immerger dans un truc qui m'aide à combattre cet état d'esprit-là de...
la posture. Je pense que c'est assez facile à faire. En fait, il suffit de demander dans ton entourage les gens où tu aimes bien leur façon de vivre ou tout ça, les livres qui ont changé leur état d'esprit, quoi. Tu leur dis, c'est quoi les 2-3 livres qui ont changé ton état d'esprit, et franchement, les livres, ça coûte quoi? Ça coûte pas très cher, autour de 20 €, et tu peux intégrer énormément. Et c'est vrai que voilà, moi, par exemple, The Big Leap, récemment, c'est une coach qui m'a dit, lis ça, ça a changé ma vie. Et ça change le truc. Et à ton tour, du coup, tu découvres des notions comme ça, et pas obligé de tout lire, mais au moins lire un peu en diagonale ou récupérer dans un podcast ou dans dans une vidéo YouTube. Il y a plein de gens qui disent mes livres qui ont changé ma vie et tout. Moi, je trouve que c'est vraiment ça, pour le coup, dans les livres, souvent, qu'il y a ces petits moments où tu dis, ok, je peux peut-être essayer de changer mon mindset comme ça serait cool. Putain, c'est super intéressant parce que je trouve qu'on ne voit pas tant de l'extérieur toute cette influence que tu as, qui est... tu sais, on voit beaucoup la Marie qui est en rapport avec son entreprise et son aquarelle, mais c'est intéressant de voir derrière aussi toi toutes tes réflexions de structuration, de transformation, d'évolution personnelle, tu vois, qui une connaissance de soi aussi progressive. Enfin, c'est ça. Ouais, effectivement, c'est pas un sujet qui... aujourd'hui, c'est pas encore en lien aussi avec ce que tu fais. Ouais, je trouve que c'est pas forcément pertinent de parler forcément de tous ces thèmes, et je me dis que ça intéresse pas forcément mon audience, mais encore une fois, ça me plaît bien. Dans les prochains buts, il y a peut-être des évolutions qui sont aussi liées à la création n'est pas que la technique, dans ce que tu dis là, et peut-être que ça va venir... Who knows? Who knows? On sait pas exactement, ouais. Il y a 2 questions que j'aimerais bien te poser pour terminer petit à petit le podcast. La première, c'est... question récurrente, mais qui est importante pour moi. Si tu voulais donner une idée, un principe, quelque chose qui est important pour toi, un conseil, pour guider et aider un créateur sur le chemin à avancer, qu'est-ce que tu lui donnerais? Alors, tu parlerais d'un créateur qui n'ose pas se lancer, ou un créateur qui veut vivre de son art? Je te laisse libre. Un truc qui toi t'a aidé, un truc qui est important, peut-être un mantra qui est important pour toi, où tu te dis ok, ce principe-là, je veux le suivre parce qu'il incarne vraiment ce qui m'amène vers le vrai. Je dirais que ce qui m'a aidé, c'est essayer de me positionner en pro, même quand j'étais pas pro, quoi. C'est essayer de vraiment essayer de faire du mieux que je pouvais pour me présenter en pro, pour avoir des visuels qui étaient vraiment convaincants. C'est comme ça que j'ai été repérée par des maisons d'édition, parce que j'avais des visuels qui leur plaisaient, quoi, qu'ils pourraient faire tout de suite dans un livre. Donc c'est vrai que ça demande de l'investissement dans le temps d'essayer de faire tout ça, mais c'est ce qui personnellement m'a permis de me lancer tout court, quoi. Si j'avais fait juste des petites photos n'importe comment, entre guillemets, ou si j'avais pas passé de temps à essayer de savoir comment rédiger un article de blog ou des choses comme ça, ça n'aurait jamais commencé cette aventure. Donc je pense que le côté un peu fake it until you make it, c'est pas toujours un bon conseil, mais quand même je pense que c'est important, surtout en tant que créateur, où des fois on a tendance à pas y croire, donc du coup on fait un peu tout. Moi je vois beaucoup de créatrices souvent qui m'écrivent et qui me disent je veux faire du licensing, je veux faire des originaux, je veux faire des ateliers, je veux faire au moins 10 idées différentes, et je vais utiliser tous mes styles qui me plaisent. Et se présenter comme pro, c'est aussi choisir un petit peu aussi où on met tout. Alors je dis pas qu'il faut mettre toute son énergie sur un seul truc, bien sûr, parce que je pense que c'est important d'avoir plusieurs revenus et tout, mais souvent quelqu'un qui moi j'ai l'impression en tout cas que c'est une meilleure solution de plutôt se dire je sélectionne plusieurs axes sur lesquels j'essaye de me positionner en tant que pro, j'essaye de développer mon image sur ces axes-là, pas 50 000, 2 à 3 axes. Comme si tu avais des chantiers un peu. Voilà, sans pour autant se priver complètement des autres, c'est-à-dire que en off, par exemple, moi j'ai fait des ateliers, j'ai été conférencière, j'ai fait des logos, j'ai vendu des originaux, pas beaucoup, mais j'en ai vendu quelques-uns, mais c'est pas pour autant que je l'affiche partout, quoi. Ouais. C'est pas ton cœur de truc. Non, et du coup savoir un peu se sélectionner, se présenter de façon pro, et pour mieux du coup après que ça se lance, et après peut-être plus tard faire tout ça à côté, je pense que c'est important, quoi. Ouais. Puis ça rejoint aussi ce que tu disais sur l'état d'esprit, c'est se dire je vais me prendre au sérieux. Ouais, parce que ça peut partir vite, hein. Moi j'en vois plein des élèves qui
qui se Tu font peux repérer. tout faire. Tu peux tout faire. Donc ensuite, c'est qu'est-ce que tu choisis comme opportunité et sur quoi tu approfondis. Il faut y croire, il faut pas forcément avoir des milliers d'abonnés pour que ça marche. Je vois des élèves qui ont que quelques centaines, voire moins d'abonnés, qui ont des projets, qui se font repérer. Et on est dans un monde visuel, moi je dis, et c'est vrai que je trouve que si un abribus, tu vois une pub vraiment mal faite, tu vas pas regarder la pub. Donc je pense que c'est une clé pour les créateurs de bien se mettre en avant, en valeur, et donc ça implique aussi de se renseigner et de se former sur toutes ces compétences-là, quoi. Grave. J'aime beaucoup. Franchement, merci, c'est un super témoignage. J'ai une dernière question que je voudrais te poser, c'est je trouve que le podcast, pour moi, c'est un moyen aussi d'éveiller les gens. Tu vois, on parlait d'état d'esprit, de comment nos influences et nos inspirations et nos immersions peuvent nous transformer. Moi, je suis curieux que tu nous racontes un moment récent où tu t'es sentie particulièrement vivante, tu vois, genre vibrer pour ce que tu fais, un truc où tu t'es sentie au top, tu vois, genre les yeux qui pétillent. Franchement, il y a deux moments qui viennent en tête. Il y a le fait de refondre complètement mon cours de peinture sur les paysages là récemment. Ouais, que tu es en train de terminer. Où en gros, c'est tellement compliqué comme sujet que le fait d'avoir ce sorte de fouillis d'idées et de devoir tout ordonner et faire un truc compréhensible pour les gens, pour moi, j'adore ce défi-là. J'adore ce genre de défi-là. Donc, on a fait plein de calls avec Patricia de mon équipe où on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'ils n'ont pas compris, comment on va mieux expliquer. Enfin, un classeur avec des fiches. Pas loin, sur Notion du coup. Mais non, carrément, j'ai une méga Notion avec tout plein de trucs partout et ça, j'ai adoré. Donc voilà. Et aussi, sinon, des moments assez simples en fait où je mets la musique et je sors mon chariot et je me mets à peindre et juste je peins, quoi. Et retrouver ces moments-là, c'est hyper précieux, quoi, parce que franchement, ça faisait longtemps que j'avais perdu un peu le cap de ça, et je me dis, en fait, c'est cool, on peut réussir à avoir les deux, avoir le play, enfin le jeu et la partie plus pro, et ça peut fonctionner ensemble, quoi. Donc ça, c'est cool. Trop cool. Écoute, j'ai un petit cadeau pour toi pour terminer. Oh, écoute, merci. Tu m'as peut-être vu ce matin dans le train le relire. Non, j'ai pas vu. Super, c'est cool. Non. Ça garde la surprise. Mais je voulais t'offrir cette BD de, je sais pas si tu aimes Riyad Satouf. Trop bien. T'as déjà lu Non. Satouf non, génial. Non. C'est le dernier qu'il a sorti. J'aime beaucoup Riyad Satouf et tu vas voir. Mais attends, mais c'est super sympa. C'est passionnant. Enfin, c'est passionnant. C'est très drôle. Moi, en fait, il raconte l'histoire dedans d'un acteur qui a embauché un jeune de 18 ans pour faire son premier film. Et ça raconte la connerie de la jeunesse et en même temps l'ambition et ce qui se passe à l'intérieur de la tête de ce gamin, et donc ça s'appelle Le Jeune Acteur. Trop bien. Et c'est juste brillant. Je l'ai relu ce matin en venant dans le train en me disant je vais me le remettre en tête, mais tu vas adorer, je pense. Super sympa, merci beaucoup. Avec plaisir. Trop et je voulais touché. te remercier vraiment. C'était une super discussion et tu vois, moi, Inspiration Créative, c'est une manière de pouvoir ouvrir la tête de tous les gens qui l'écoutent, mais ça m'ouvre aussi la tête. Et là, notre discussion, elle m'ouvre beaucoup la tête. Donc, écoute, merci à toi de m'avoir reçu en tout cas. Merci Marie. Si cet épisode avec Marie vous a plu, envoyez-moi un message quelque part, par mail, sur les réseaux sociaux, en commentaire, n'importe où, tout ce qui vous arrange. Mais ça me ferait très plaisir d'avoir votre retour. Mais surtout, essayez d'envoyer un maximum de cœur, de retour, d'amour, tout ce que vous voulez à Marie, parce que ça compte aussi beaucoup. Et j'ai envie que mes invités puissent aussi avoir un retour de votre part, parce que c'est très précieux pour moi et pour eux. Si l'épisode vous a plu, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube pour suivre le podcast en vidéo, ou encore vous me laissez une petite note 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. C'est ce qui fait que le podcast continue à se faire connaître, et pour moi, c'est très précieux. Je vous souhaite une bonne semaine, et on se retrouve jeudi prochain pour un prochain épisode.